Bonjour et bienvenue dans ce cours de géographie un peu particulier, toujours dans le mode confinement. Je vous propose de parler aujourd'hui du cours sur les migrations internationales, le nouveau cours de géographie. Ce cours va s'appliquer de manière simple, en présentiel finalement, c'est comme si on était en classe. Vous pouvez prendre des notes ou vous appuyer directement sur le cours que je vous envoie taper sur le site. Le plan que je vous propose en géographie, plan classique, avec une première partie sur la description du phénomène. Nous verrons que le monde est un monde de migrants. Deuxième partie sur l'explication de ces migrations. Ces migrations sont dues à plusieurs facteurs, ce sera notre deuxième partie. Et enfin, troisième partie, les conséquences territoriales de ces migrations sur les territoires d'arrivée, mais aussi sur les territoires de départ. Alors, en introduction, très simple, il faut rappeler une définition, celle de migration. La migration, c'est le déplacement d'un espace vers un autre afin de s'y établir de manière durable. Alors, pour notre première partie, un monde de migrants, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de migrants. En 2018, on avait recensé environ 266 millions de migrants dans le monde, ce qui fait à peu près 3,5% de la population mondiale. Alors vous me direz, c'est peu, c'est même moins relativement parlant qu'au début du XXe siècle, on avait presque 5% de migrants dans le monde, mais le nombre, la valeur absolue du nombre de migrants ne cesse de progresser. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, où vont ces migrants ? Ils vont essentiellement vers les États-Unis. Les États-Unis sont le premier pôle attractif pour les migrants dans le monde. On estime qu'aux États-Unis, il y a à peu près 49 millions de personnes qui sont nées hors États-Unis, qui ne sont pas nées aux États-Unis, et qu'il y aurait entre 11 et 13 millions de migrants clandestins. L'Europe est aussi un pôle d'attraction des migrants qui viennent essentiellement du sud du bassin méditerranéen, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Le Proche-Orient et surtout le Golfe Persique est un espace où également il y a énormément de migrants. On estime qu'aujourd'hui 50% des gens qui vivent dans le Golfe Persique ne sont pas nés dans le Golfe Persique, ils viennent essentiellement du Pakistan. On peut enfin parler des migrations chinoises en Afrique qui sont un phénomène de plus en plus important. On estime qu'il y a à peu près 100 000 Chinois rien qu'en Afrique du Sud, donc tout au sud du continent. Ils sont de plus en plus nombreux à arriver sur ce continent africain. On en reparlera un petit peu plus dans un chapitre l'année prochaine en premier. Nous sommes dans un monde de migrants, certes, mais il faut avoir aussi une chose bien en tête, c'est que la plupart des migrants ne vont pas très loin en fait. Ils changent de pays, ils vont dans le pays voisin. Et à partir du moment où vous changez de pays, eh bien vous êtes considéré comme un migrant international. Alors on l'a vu pour le cas de l'Europe, l'Europe attire des migrants qui viennent surtout du sud de la Méditerranée, mais si on prend l'exemple de la Russie, vous avez à peu près 13 millions de migrants en Russie, ils viennent tous en fait des anciennes républiques de l'Union soviétique. Deuxième grande partie, qu'est-ce qui pousse les migrants à quitter leur pays ? Alors il y a des facteurs classiques qui s'applique en fait depuis des siècles sur les migrations. Le premier de ces facteurs classiques, c'est le facteur politique. Vous avez les guerres qui conduisent à des déplacements massifs de population. Si on prend la guerre menée contre Daesh, elle a déplacé des millions de personnes, essentiellement, comme je vous le disais tout à l'heure, vers les pays proches, c'est-à-dire le Liban ou la Turquie. Deuxième type de facteur politique, les régimes liberticides, c'est-à-dire les régimes qui restreignent les libertés, on appelle ça aussi des dictatures. Prenons l'exemple assez ancien maintenant, mais de l'Allemagne de l'Est, la RDA, où vous aviez plusieurs millions d'Allemands de l'Est qui avaient émigré entre 1949 et 1989, notamment vers l'Europe de l'Ouest. Enfin, vous avez les régimes politiques qui sont plus libres et qui donc sont plus attractifs. Certains même promeuvent le regroupement familial, comme la France depuis les années 1980. Autre facteur classique, évidemment, les facteurs économiques. La perspective d'avoir une vie meilleure dans un autre pays pousse les gens à quitter leur pays d'origine. Il faut aussi prendre en compte que les pays qui sont attractifs sont des pays qui sont économiquement attractifs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et donc ils appellent à une immigration légale pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Enfin, troisième type de facteur de migration classique, le facteur démographique. Si un espace est peu peuplé,
les populations pourront s'installer sans trop gêner les populations qui sont déjà présentes. Et puis aussi, vous avez le vieillissement des populations, notamment dans les pays du Nord, qui ont besoin d'une main-d'œuvre de service, et les pays du Sud, qui sont relativement plus jeunes, peuvent apporter cette main-d'œuvre-là. Évidemment, dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué que les trois éléments que je vous ai donnés juste avant. Donc le facteur politique, le facteur économique et le facteur démographique, en fait, c'est un mélange des trois qui survient la plupart du temps. Mais depuis quelques décennies, vous avez de nouveaux facteurs de migration qui apparaissent, et ces facteurs de migration sont essentiellement liés à la mondialisation. Alors la mondialisation, contrairement à toutes les idées reçues, la première idée de la mondialisation qu'il faut retenir, c'est la suppression des entraves à la liberté de circulation. Donc les organisations telles que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou les organisations régionales comme l'Union européenne ou le Mercosur en Amérique du Sud, ou encore l'ALENA en Amérique du Nord, eh bien, sont des associations qui ont pour but de favoriser la liberté de circulation des hommes, des capitaux et des marchandises entre les États membres. Ce qui fait que, eh bien, ce sont des facteurs qui permettent, qui favorisent, qui facilitent les migrations internationales. Ajoutons à cela, évidemment, les facteurs techniques et technologiques. Aujourd'hui, on se déplace beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Le mode de migration internationale par excellence, c'est l'avion. Aujourd'hui, vous avez Internet qui permet également de mieux connaître son itinéraire quand on utilise le GPS qui se trouve sur un téléphone portable. Donc on connaît l'itinéraire plus sûr, plus rapide. Et donc voilà, vous avez cette technologie développée par et pour la mondialisation qui permettent donc de favoriser ces migrations. Enfin, dernier facteur, un petit peu plus complexe, c'est la logique entrepreneuriale, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin de gens mobiles, donc des gens qui ont fait des études à l'étranger, donc qui sont bilingues. Donc ces gens qui ont fait des études à l'étranger, comme ceux qui ont participé au programme Erasmus, sont des migrants internationaux, après ils reviennent chez eux. Et puis vous avez aussi les entreprises qui demandent à une partie de leurs collaborateurs de partir quelques années à l'étranger, de s'y installer, et donc eux aussi sont considérés comme des migrants internationaux. Autre facteur récent, depuis une trentaine d'années que l'on voit apparaître, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est l'augmentation globale des températures à la surface du globe et la désertification de certaines zones, l'augmentation du niveau des mers au niveau des côtes, et vous avez donc des déplacements de population qui s'opèrent petit à petit. Et le phénomène, malheureusement, devrait s'amplifier d'ici la fin du siècle. On estime que d'ici la fin du siècle, entre 50 et 200 millions de personnes devraient être déplacées à cause du dérèglement climatique. On peut faire un tout petit aparté contemporain, puisque ça nous touche aujourd'hui, et puis ça risque malheureusement de se reproduire dans les années suivantes. Vous avez aussi des freins très récents à notre liberté, qui sont imposés par les États, notamment la crise du Covid-19, vous le savez, on est en plein dedans. L'État donc a interdit, les États, pas que l'État français, les États ont interdit tous les déplacements pour limiter la propagation du virus. Et donc là, c'est un frein à la migration. C'est un frein temporaire, les migrations reprendront après, mais en attendant, c'est vrai que le monde s'est arrêté pendant l'espace de quelques semaines. Alors, troisième partie de mon cours, donc les conséquences territoriales de ces migrations. Alors, vous avez dans les pays qui accueillent les migrants deux types de pays en fait. Vous avez le pays de transit et le pays d'accueil définitif. Alors le pays de transit, c'est un pays, comme le nom l'indique, où on ne fait que passer. Alors pour le migrant légal, ce transit ne prend que quelques heures, quelques jours, et puis ensuite il va vers sa destination finale. Pour les migrants illégaux, la question est beaucoup plus complexe, puisque vous avez des fois des migrants qui sont coincés à une frontière, qui ne peuvent pas la franchir. C'est le cas notamment des migrants qui viennent d'Afrique sahélienne ou du Proche-Orient, qui veulent aller au Royaume-Uni, qui se retrouvent bloqués à la frontière italienne, ou qui se retrouvent bloqués à la frontière turque, ou à la frontière, à la frontière française, et qui tentent de prendre un bateau, de prendre le tunnel sous la Manche, le train, pour pouvoir accéder à l'Angleterre. Donc eux, le pays de transit
pour eux, le cas peut être un petit peu plus long. Dans les pays d'accueil, évidemment, l'immigration choisie est préférée à l'immigration finalement imposée par les circonstances. Donc les pays vont accueillir, tout dépendra du pays, hein. Par exemple si on est dans les pays du Golfe Persique, on va plutôt accueillir des gens du BTP qui ne sont pas spécialement bien payés, qui risquent leur vie sur les chantiers. Il y a beaucoup de morts sur les chantiers des pays du Golfe. Mais en attendant, ils viennent, on a besoin d'eux, donc ils sont accueillis. À côté de ça, vous avez les migrations d'élite, c'est ce qu'on appelle le brain drain, hein, la fuite des cerveaux, notamment vers les États-Unis, où vous avez des ingénieurs, des chercheurs qui vont travailler aux États-Unis et là qui sont très bien accueillis dans les entreprises et par l'État américain. La principale difficulté du migrant quand il arrive dans son nouveau pays, c'est de s'intégrer. Alors, il peut compter souvent sur une diaspora, c'est-à-dire des gens qui sont déjà partis à l'étranger et qui sont installés. Et c'est un réseau, en fait, un réseau de connaissances, un réseau d'amis, un réseau familial, qui permet de trouver plus rapidement un logement, plus rapidement un emploi. Et puis il constitue en fait des groupes ethniques, identitaires. Les plus connus sont aux États-Unis. Vous avez des Chinatown dans la plupart des grandes métropoles américaines. Vous avez Little Italy, New York, qui date du 19e siècle. Mais bien évidemment, les pays d'accueil ne sont pas toujours accueillants. Donc ils contrôlent et quelquefois ils ferment leurs frontières devant l'afflux de migrants. C'est le cas notamment des États-Unis avec le fameux mur de Donald Trump. Les Européens qui font souvent la morale à Donald Trump ne sont pas non plus irréprochables sur l'accueil des migrants internationaux. On peut prendre l'exemple évidemment de la crise des migrants de 2015. Vous avez énormément de migrants venus donc des pays qui connaissaient la guerre civile au Proche-Orient, qui se sont rués vers l'Europe. Et ils ont été très mal accueillis. Beaucoup de pays européens ont refusé de voir arriver des migrants sur leur sol. Donc, pareil, les pays du Nord, en fait, quand ils ne choisissent pas l'immigration, quand ils la subissent, ont beaucoup plus de mal à intégrer ces nouveaux arrivants. Et vous l'aurez remarqué, une arrivée massive de migrants provoque une peur du migrant qui alimente surtout les partis d'extrême droite qui refusent cette arrivée massive de migrants en dénonçant l'augmentation du chômage due à l'arrivée massive de ces migrants, le détournement des aides sociales, les problèmes d'intégration, le terrorisme évidemment, on est en plein dedans depuis le début des années 2010, la théorie du remplacement. Donc toutes ces théories d'extrême droite sont alimentées par l'afflux massif de migrants qu'on ne voulait pas. Pour les pays de départ, enfin, les migrations internationales ont aussi des conséquences. Tout d'abord, la fuite des cerveaux, ce brain drain, empêche le développement des PMA, les pays les moins avancés. Les seules capacités qui pouvaient permettre le développement du pays sont parties travailler en Europe, aux États-Unis ou dans le Golfe Persique. Forcément, le pays prend du retard par rapport aux pays émergents ou aux pays développés. A l'inverse du brain drain, vous avez aussi le brain gain. Alors, je ne parle pas du tout anglais, mais vous l'aurez compris, c'est-à-dire le gain de cerveau. Vous avez aussi des migrants qui, après une période, soit de formation, d'études ou de travail pendant quelques années à l'étranger, reviennent dans leur pays d'origine et là apportent avec eux les compétences qu'ils ont développées dans les pays d'accueil. Et donc là, vous avez un gain bénéfique pour le pays de départ. Enfin, ces migrations internationales peuvent aussi avoir un effet positif sur le pays de départ par le biais des transferts de fonds. On estime en 2017 que 466 milliards de dollars ont été transférés des pays du Nord vers les pays du Sud, c'est-à-dire par les gens qui sont partis, les émigrés, qui sont partis vers les pays du Sud où la famille est restée. Voilà, alors j'espère que ce cours vous a plu, c'est un petit peu particulier dans l'ambiance dans laquelle on se trouve. J'essaierai d'en faire d'autres d'ici quelques semaines, peut-être pour la rentrée, au mois de mai. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et bonne révision.